chapitre numéro. Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver. C'est la rentrée. Voilà, il y a beaucoup de nouvelles inquiétantes qui sont à gérer et j'espère que vous avez la force morale et physique pour le faire parce que eh bien, les choses iront en s'aggravant et vous aurez à non seulement dépenser de plus en plus, pour des raisons peut-être que vous ignorez parce que vous êtes enfermé dans l'enclos martiniquais. La Martinique qui se croit le centre du monde et qui croit qu'elle a tout inventé, qui se donne la prétention de croire qu'elle a eu l'art et la manière de définir le monde, le tout monde, la créolité et puis tout ce que vous savez. J'espère donc que petit à petit, vous comprenez le monde dans lequel vous êtes. Vous savez que la France est en guerre contre la moitié de la planète et que cela aura des répercussions sur vous, sur vos destinées, sur votre niveau de vie. Vous qui vivez à crédit souvent et de manière totalement inconsciente et qui donc renforcez les formes de contrôle qui s'exercent sur vous et qui vous empêchent peut-être de penser un peu plus loin que vos besoins matériels. Nous avons aussi des besoins qui sont psychologiques. Nous avons aussi des nécessités qui sont humaines et qui nous poussent à regarder aussi les autres autour de nous, le monde autour de nous, regarder ces souffrances et essayer de compatir ou de développer des formes d'empathie qu'on nous a enlevées depuis l'esclavage et que nous continuons à reproduire puisque nous sommes une société fondamentalement individualiste. Donc nous avons quand même à revisiter notre histoire puisque c'est celle-là dont nous sommes privés. Nous avons beaucoup de grands génies, de grands historiens, mais à ce jour, nous sommes en 2023, notre peuple n'a toujours pas une vision unitaire et claire d'où il vient et comment il est constitué. Donc il y a toutes sortes pas seulement d'idéologies, mais de descriptions fantasmatiques de qui nous sommes et sur le plan identitaire, eh bien cela crée de grosses cacophonies dans nos petites têtes qui sont peut-être pas assez grosses pour encaisser tout ça. Maintenant, ce que nous avons envie de faire aujourd'hui, ça n'est pas seulement parce que c'est la rentrée, mais parce que c'est un ouvrage, donc nous allons vous parler d'un ouvrage, Dany et Emmanuel et moi. Bonjour Dany. Bonjour Juliette. Bonjour donc aux téléspectateurs. Nous allons vous parler d'un ouvrage qui a été publié par les éditions Medo-Neter, qui sont les éditions de la librairie Tamaré, que vous connaissez, qui est dans le 10e arrondissement de Paris, et qui publie tout ce qui sort sur le monde noir, entre guillemets, ou le monde kamite, pour ceux qui n'aiment pas le mot noir, ou le mot africain, et le monde caribéen, afro-caribéen, mais aussi plus que ça, au-delà de tout ça, tous les genres littéraires, toutes les études, tout ce qui concerne la réalité de manière vue, observée de manière philosophique, de proximité, sociologique, anthropologique, culturelle, etc. Donc vous trouvez tous ces ouvrages à la librairie Tamaré dans le 10e. Maintenant, donc cet ouvrage qui a été publié, réédité par donc les éditions Medo-Neter de la librairie Tamaré, s'intitule « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, l'Afrique, en sous-titre, l'Afrique, actrice ou victime de la traite des Noirs ». Alors, c'est à la fois un hasard et pas un hasard, parce qu'il nous fallait beaucoup de temps pour lire. C'est un ouvrage très volumineux qui comporte 610 pages environ. Et donc, il fallait du temps pour qu'on le lise, en tout cas qu'on essaye de le lire jusqu'au bout. Je ne dis pas que moi, j'y ai réussi, mais j'ai lu toutes les parties qui m'intéressaient, puisqu'il est constitué de... combien déjà de chapitres oui,
c'est très volumineux, en plusieurs parties, donc 2 parties, première partie, deuxième partie, voilà, donc 3 parties qui comportent chacun 3 à 4 chapitres et puis un appendice et des annexes avec pas mal de photos en fin d'ouvrage qui montrent un peu, qui illustrent un peu les scènes, les drames vécus par les Africains ou les Chamites pendant l'esclavage. Alors, ce livre a déjà été édité à plusieurs reprises. Hein. Vous l'avez en 2005 avec des couvertures différentes. Vous l'avez en 2 volumes, donc en 2005. Vous l'avez en 2006, en juin, en 1 volume. Et vous avez une 3e édition en 1 volume en janvier 2010. Et puis une 4e édition en 1 volume en mars 2013. Et puis vous avez cette version-là qui est toute récente, donc qui se trouve à la librairie, comme je vous l'ai dit, Médonnéter, qui a été publiée en 2022, hein, donc l'année dernière. Donc vous avez vu la couverture, c'est un ouvrage consistant, conséquent. Nous allons vous dire un peu ce que nous en avons pensé et surtout son utilité peut-être en cette période de rentrée scolaire où nos enseignants en histoire auront peut-être besoin de plus de sources, puisque les sources dont ils disposent sont très souvent des sources, on va dire, officielles, qui reproduisent la version officielle que l'État français donne de cette histoire-là et qui nous fait répéter, ânonner, j'allais dire, pardon, beaucoup de bêtises quand nous parlons de nous, quand il s'agit de comprendre ce qui nous est arrivé et d'essayer de nous resituer par rapport à des origines. Et vous savez que beaucoup de nos gens, en Martinique notamment, ont du mal à accepter ces origines-là et préfèrent se considérer comme étant des, on va dire, des sujets d'une assimilation, issue d'une assimilation totale qui a complètement broyé en eux tout esprit de dignité et qui les font se définir à partir de l'histoire officielle en rejetant ce que ceux qui les ont mis en esclavage ont voulu qu'ils rejettent et en acceptant donc les fondements d'une identité qui est complètement surfaite et qui vraiment est basée sur une absence de dignité humaine, comme on en a rarement vu. Et on peut comprendre que, voilà, on se jette la pierre, mais nous allons essayer de vous expliquer comment ces phénomènes-là se sont installés dans nos vies et dans nos petites têtes. Voilà. Merci donc de nous prêter attention et puis de faire remonter vos remarques quand si vous en avez, mais surtout, l'intérêt serait que vous ayez envie de lire cet ouvrage et que vous qui enseignez l'histoire formellement ou de manière informelle, que vous puissiez consulter ces sources-là, parce que nous allons beaucoup vous parler de pourquoi nous sommes encore persuadés que ce sont des nègres qui ont vendu des nègres, ce qui nous met en porte-à-faux par rapport non seulement à nos origines, mais par rapport à l'idée qu'on se fait d'un peuple dont les membres seraient solidaires les uns des autres, ou en tout cas se supporteraient parce qu'ils comprendraient leurs actes et leurs décisions d'un moment historique donné qui remonte maintenant à près de 500 ans. Voilà. Alors, Dany, voilà, vous avez lu... En tout cas, vous avez appréhendé cet ouvrage de manière très personnalisée. Oui, oui. Vous voulez nous dire comment vous avez... Oui, alors j'avais déjà entendu parler de ce livre. Et c'est vrai qu'il est rare en Martinique. Il y a eu toutes les éditions d'ailleurs dont tu as parlé. Je reprends c'est plus facile pour moi. Oui. Elles ont été très rapidement épuisées. C'est ça. Et l'intérêt de ce livre, au titre, hein, c'est quand même extrêmement important pour nous,
Le titre, c'est tout un programme et il dit à peu près ce qu'on va trouver dans le livre. Alors, quand l'Africain était l'homme noir de l'Europe, Afrique, actrice ou victime de la traite des Noirs, démontage des mensonges et des falsifications de l'histoire de l'hydre des razzias négrières transatlantiques. C'est ça le titre. Le sous-titre, oui. Oui, ce sont les sous-titres. Hein. Le premier, c'est le titre, et ensuite les sous-titres. Et chaque sous-titre a son poids. Chaque sous-titre a un sens. Il faut d'ailleurs décortiquer pour bien comprendre où il va et qu'est-ce qu'il va dire. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, l'Europe prétend vouloir nous dire ce qui s'est passé pendant cette période sur l'Europe et notamment et surtout la France, qui est le pays qui nous domine. Donc voilà. Et moi, je trouvais que c'est extrêmement intéressant, extrêmement important parce que c'est un précurseur. Hein, même s'il y a des ouvrages qui sont sortis avant, mais sur cette question-là, c'est fouillé, c'est bien fouillé. Oui, oui. Il me semble que c'est un précurseur par rapport à la question. Parce que c'est une question extrêmement difficile, extrêmement délicate, extrêmement douloureuse. Quand vous essayez d'évoquer ces questions-là avec des gens tout à fait ordinaires... Tout de suite en guerre. Oui, il y a tout de suite un truc, une réaction. Quand vous parlez de Pharaon, vous avez parlé du diable. Quand vous parlez d'Africain, on vous tourne le dos. Ah, et vous avez beau expliquer les choses, dit nègre vend nègre. Oui, les nègres ont vendu les nègres. Les gens sont furieux contre vous et ils vous tournent le dos comme ça. Alors ça c'est une réaction significative. Absolument. Donc moi je pense que la question qu'il pose, sa façon de la traiter, elle est importante et il faut que nous ayons l'habitude. Il y a d'autres auteurs qui ont écrit là-dessus, notamment le regretté Kalala Omotunde. Il y a Kapopo, il y a d'autres auteurs. Le Yovoda, oui. Oui, le terme utilisé d'ailleurs, que nous devons trouver un terme nous-mêmes, nous approprier un terme pour en parler. Alors il dit Yovoda, il y a aussi le terme Mahafa, c'est-à-dire la grande catastrophe. Oui, la grande catastrophe. Donc, ne serait-ce que pour extirper de nos têtes le vocabulaire utilisé par les prédateurs. Donc, c'est-à-dire les Européens. Donc, moi, je pense que c'est intéressant d'utiliser ce livre pour apporter des éléments à la réflexion et pour apporter des choses au débat. Et avoir un véritable débat. Et ne pas voyager, ne pas partir en Afrique, y arriver comme, je sais pas, ou des moutons, bien c'est le paradis perdu. Et puis vous entendre dire par des gens qui sont formatés par la France, qui sont là pour faire le sale boulot des Français, pour renforcer le sale boulot des Français, qui vous demandent pardon d'avoir vendu. Alors, il dit, on vous demande pardon d'avoir vendu. Moi, c'est un truc qui c'est une chose qu'on a observée au Bénin, par exemple. Au Bénin, par exemple, où ces gens-là, ce sont les petits toutous, il y a peut-être une meilleure expression que ça, mais qui sont véritablement ils sont dans la logique française, ils sont dans la colonisation, ce sont des aliénés, ils sont aussi aliénés que nous, et ils sont là pour renforcer le discours du prédateur. La France leur impose aussi le discours à tenir. Oui, ils sont là pour renforcer, parce qu'on sait que beaucoup de gens pensent que la Martinique a reçu une population importante en provenance du Bénin, et du coup, dans la Franc-Afrique, l'un des discours admis et qu'on demande aux Africains qui reçoivent les Antillais, notamment les Caribéens, c'est de dire, donc les Caribéens sont reçus par ce discours-là. Nous vous demandons pardon. Et comme par hasard, les Martiniquais vont au Sénégal,
C'est ça. Et on sait qui est le président du Sénégal. Ils vont en Côte d'Ivoire. On sait, oui. C'est la Franc-Afrique. Oui, au Gabon. Et là où ces gens-là sont complètement mis à genoux par la France. Absolument. Et qui nous servent la soupe. Ils sont priés de nous servir la soupe que la France a concoctée pour nous. Voilà, oui, tout à fait. Exactement. Donc c'est important que quand tu suggères de parler de regarder l'ouvrage d'un peu plus près, que pour ceux qui veulent faire de l'histoire, en tout cas, qu'il enseigne, qu'ils puissent apporter ces éléments aux jeunes notamment, pour que le discours évolue. Puisque il y a une chose qui est très importante à considérer, c'est l'émotion, la colère qui envahit notre peuple, enfin nos gens, quand on parle de l'Afrique, quand on parle de Noirs et quand on parle de ce qui s'est passé. Il y a un contentieux historique entre le continent et sa descendance déportée, qui vit en déportation. Et cette émotion, elle nous révèle au fond qu'il y a une colère contre le continent parce que la version qui est servie au peuple de cette histoire-là, c'est une version qui est véritablement arrangée par la France, qui n'entend pas d'ailleurs payer de réparation à ses colonies, ni à ses, bien qu'ayant reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité, l'esclavage et la traite, elle n'entend pas payer de réparation. Et pour ça, le discours qu'elle a mis en place avec Pétré Grenouillot dans son livre L'histoire des traites négrières, eh bien, c'est bien de convaincre les colonisés, les esclavagisés et les colonisés que ce sont eux-mêmes qui sont à l'origine de leurs maux, en fait. Et l'émotion est importante à prendre en considération parce qu'elle traduit ou elle trahit un malaise profond qui peut être identitaire dans ce que vivent la façon subjective qu'ont nos populations de vivre cette histoire-là. Dire oui, vous nous avez trahis. Donc c'est pas seulement la trahison, c'est la conviction ou peut-être une sorte d'asymétrie dans ce qu'on peut considérer comme une sincérité, une solidarité avec ses origines et en même temps un refus de ses origines parce que ceux qui nous dominent nous ont convaincus que c'est de ces origines que découlent nos problèmes. Donc le travail que fait M. Bouin-Babok dans son livre, c'est bien de montrer de manière très minutieuse comment s'est organisée la traite négrière, puisqu'on a accusé les rois africains, les rois telets, comme on les a appelés, d'avoir vendu leur peuple. Et on va voir qu'on est très loin de la réalité. Et donc, on va en parler. Donc, Dany va nous dire sa lecture. Mais avant, je voulais aussi vous dire qu'elle a cité des Africains qui ont écrit sur cette période-là. Mais il y a un livre de Verger Franceschi qui s'appelle Henri le Navigateur. C'est le premier, c'est Dom Henrique, le premier Portugais qui a, soi-disant, découvert l'Amérique, puisque de partant du Portugal, après il va faire des émules, hein, vous aurez des gens qui partiront aussi d'Italie, puisque depuis Gênes, beaucoup de choses vont s'organiser, puisque Christophe Colomb va partir de Gênes. Donc dans cet ouvrage, vous avez beaucoup de détails. Alors vous n'allez pas dire que c'est un blanc, un noir qui fait de l'idéologie. C'est un Portugais, un Français ou un Italien, je ne sais plus. En tout cas, vous avez beaucoup de détails sur la façon dont la traite négrière a été organisée, les mensonges, les tromperies qui ont été utilisés pour d'abord asservir au niveau de l'autorité même, du pouvoir, asservir les Africains qui vont effectivement participer à cette traite. Mais vous allez voir comment. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez qu'à la Martinique,
nous sommes absolument dans le même schéma. Il n'y a aucune raison de dire que nèg van nèg il y a 500 ans et de refuser de dire aujourd'hui que nèg qu'avant nèg aujourd'hui dans la Martinique d'aujourd'hui. Nous sommes dans toutes les colonies françaises avec un encadrement totalement français qui a main mise sur toutes les administrations et les sources de pouvoir, et avec nos élus qui sont totalement les Watelais africains à qui on a reproché de vendre leurs frères et leur pays. Nous n'avons aucun projet qui ferait de nous, qui montrerait notre volonté de nous sortir de l'asservissement des Français, puisque nous acceptons leur encadrement, nous acceptons leur domination tranquillement, et nous disons que nous avons les plus grands intellectuels de beaucoup de colonies françaises. Et ce paradoxe est tellement frappant qui est choquant que on est mal dans sa tête quand on réfléchit à ce que cela signifie, ce que cela dit de nous, d'accepter cette domination, cette direction totalement blanche, et en même temps de croire que ce sont les Africains, il y a 500 ans, qui nous ont mis dans du malheur, alors que nous continuons avec notre élite à être dans du malheur. Voilà. Alors, Dany, dites-nous un peu comment vous voulez aborder l'ouvrage. Oui, alors avant de commencer, je vais dire qui est Boun Babong. Oui. Donc Boun Babong, c'est un Camerounais qui vit en exil en France depuis de très très longues années, depuis au moins les années 60, le début des années 60. Alors, on sait qu'il y a la guerre au Cameroun. Et personne ne sait qu'il y a la guerre. On a parlé des événements d'Algérie, mais là, on ne parle même pas d'événements au Cameroun. C'est sous une chape de silence. Et le Cameroun a ceci de particulier, c'est que ce n'est pas d'origine une colonie française. C'est un protectorat qui a été confié par la SDN à la France, ou bien Société des Nations. La Société des Nations, c'était ce qui précédait l'ONU, ou bien l'ONU, je ne me rappelle pas la date de création. Donc, et on leur dit, on enlève, ce sont des colonies, c'est une colonie allemande, il y a une grande partie colonie allemande, une autre partie colonie anglaise. Et donc, on va confier la gestion à la France, comme ce n'est pas l'origine d'une colonie française. Donc, il y a la guerre, et la France va utiliser, ce sera une guerre totale. De libération. Hein? C'est une guerre de libération nationale menée par l'UPC, qui est l'Union des populations du Cameroun, dirigée par Oumniobé, et l'UPC se met en place en 1948. Et en 1958, alors, il y a ces têtes que nous connaissons, comme Mesmer, comme Foka, toute une série de gars qui ont fait les pires saloperies. Des mercenaires. Ce sont de la politique ministres, française. Oui, ce sont des gens qui vont devenir ministres français, qui ont beaucoup d'honneur, etc., et qui vont faire les mêmes choses partout où ils y vont. Et on va utiliser l'agent orange. L'agent orange, c'est, j'oublie le terme, c'est celui qui, quand vous envoyez ça sur les gens, sur les forêts, donc tout disparaît, vous n'avez plus la possibilité sur les végétaux, quels que soient les végétaux, c'est plus consommable, c'est brûlé, c'est... Et on a vu d'ailleurs l'effet sur la peau des gens. Vous ne parlez pas du napalm? Non. Oui, c'est ça. Oui. Oui, ils ont été arrosés. Ils ont perdu des milliers de gens. Oui, et ils ont plus de 150 000 victimes. Et ils ont déplacé des populations. Absolument. Et les populations dont étaient partout où on était sûr qu'il y avait que les combattants Camerounais allaient se réfugier, donc ils venaient, ils attaquaient, ils déplaçaient la population, ils tuaient, etc. Donc ce jour-là, il va à l'école, il est collégien, et pour arriver plus rapidement dans son collège, il passe par le groupe, le village des expatriés. C'est-à-dire les immigrés français. Les immigrés qui n'ont pas le nom d'immigrés. Voilà. Et il y a une rafle.
Et tout le monde doit se coucher à terre. Il y a même du sang. Et il a déjà traversé une partie de la ville où on expose des têtes des chefs de l'UPC. Les têtes sont exposées. C'est pour vous dire la cruauté. La cruauté, la sauvagerie. Les Belges le faisaient aussi. La sauvagerie des Français. Des Blancs, en 1958, alors qu'ils sortent d'une guerre. Donc, à ce moment-là, comme ils sont de la quartier donc des Blancs, donc des Français, il y a des gens qui regardent par la fenêtre, ils reconnaissent leur cuisinier et ils sortent, le chef de la maison sort et il va réclamer son cuisinier. Il dit, c'est mon cuisinier, remettez-le moi. Et lui, Wingbabong, en profite pour se lever et il prend un caillou, il va se piler la tête du gars, il va lui faire quelque chose. Donc. Et il y a peut-être le cuisinier ou je ne sais pas, qui est complètement assujetti aux autres, qui dit capitaine, faites attention, etc. Donc à ce moment-là, on ramasse Wingbabong, tout collégien qu'il est, tout jeune enfant qu'il est, et on va l'emmener en prison. Mais là où il a de la chance, c'est qu'il est pris en charge par des gens de l'UPC. Donc on va le protéger. Et son père est un fonctionnaire, donc son père, ça permet à son père, quand on arrive à le retrouver 2 jours après, le père le récupère et la mère dit « Tu ne vas pas rester ici, c'est trop dangereux. Surtout quand tu as déjà fait quelque chose, tu as déjà arrêté, etc. » Donc la mère décide de le faire partir et lui, il va être pris en charge notamment par Mme Mounier, qui n'est pas encore la veuve de Moumier, Félix Moumier, qui est aussi un dirigeant important de l'UPC. Qu'on va assassiner plus tard. Qu'on va assassiner 2-3 ans plus tard. Donc, et là, il part en Afrique, il arrive chez Sékou Touré, en Guinée-Conakry, et ensuite, il va faire tout un périple jusqu'à ce qu'il arrive en Europe. Donc, il va faire des études de sciences économiques. Voilà, c'est ça que j'ai comme information sur Wingbabong. Oui, on a très peu d'informations sur lui. Oui, mais je pense que c'est quelqu'un d'assez discret. Oui, il est discret, oui. Il est très discret, il a une compagne, c'est une Espagnole. Tout ce que... Voilà. Alors, donc, moi j'ai pris le temps de décomposer le titre. Parce que c'est quand même très important. Alors, quand l'Africain était l'homme noir, pourquoi il utilise ce terme? En général, quand on parle d'homme noir, on parle de pétrole. Oui. Et le pétrole, pourquoi? C'est la principale source d'énergie qui fait tourner les industries. Et qui rendait fous les Européens. Voilà, qui alimente les industries et les États de l'Occident. Sinon, pas de pétrole, ils ne peuvent pas faire leur voiture. Ils ne peuvent pas alimenter leur voiture non plus. C'est ça. Donc, cette énergie, c'est d'ailleurs au XXe siècle, on a vu que c'est la cause principale des conflits qui ont été créés à foison ou des fausses raisons. Vous avez Saddam Hussein, vous avez la Libye, mais c'est les Américains qui sont les fers de lance de cette histoire. C'est eux qui se présentent en premier et les autres suivent comme des toutous. Et même la question de l'Ukraine, c'est aussi un problème concernant la richesse du sous-sol russe. Oui, le gaz. Ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ils ont des métaux rares, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, ils n'ont besoin des affaires de personne, vu leur superficie. Alors donc, et on voit aussi les guerres permanentes imposées à l'Afrique, l'insécurité en Afrique, que fait la France, parce que la France a besoin des matières premières de l'Afrique pour pouvoir vivre, subsister. Donc, alors, c'est une périphrase donc, qui met l'accent sur la grande valeur de l'or, donc la grande valeur du pétrole. Et au XVe siècle, donc, finissant, donc, ce que l'Europe va mettre en place, le commerce du bois d'ébène. C'est-à-dire que c'est une façon de dire que... Il ne dit pas franchement, donc on va prendre des Africains chez eux, on va prendre des nègres chez eux, et on va les mettre en esclavage.
C'est-à-dire qu'on va exploiter gratuitement leur force physique, leur intelligence, pour pouvoir faire marcher leurs propres affaires. Et cette façon d'utiliser l'habileté, l'intelligence, la force physique du kamite va permettre une accumulation de richesses telle que cette grande richesse va permettre de transformer l'Europe, puisque tous ils y vont. Ceux qui sont le plus en retard là-dedans, ce sont les Français. Qui vont suivre et vouloir prendre part. Non, et vouloir dire ce qui s'est passé. Alors qu'ils arrivent plus d'un siècle après. Bon, alors, donc cette richesse va permettre la naissance du capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a une telle accumulation et on va assister d'ailleurs à la transformation de Paris. C'est là, à ce moment-là qu'ils ont plein d'argent. Le préfet Haussmann, il a de l'argent pour pouvoir transformer Paris. Et tout, sur la demande de Bonaparte, oui, c'est ça. et vous n'avez qu'à voir que partout, dans toute l'Europe, il y a des traits communs d'architecture de cette époque-là. Toutes les maisons se ressemblent. Et, au XVIIe siècle, oui. Voilà. Et donc, il faut savoir que l'Élysée... 19e siècle. Oui, c'est au 19e siècle. Oui. Oui. C'est en 1850. Oui, c'est ça. En 1850 au 19e siècle. Mais il y a... C'est-à-dire au moment où les choses sont vraiment bien en place. Et l'Élysée, c'est un négrier qui va construire le palais de l'Élysée pour sa fille. Absolument. Donc... Je ne sais pas si il faut demander de dynamiter, mais c'est un symbole. C'est un symbole. Donc, et c'est comme ça que l'Europe va devenir, les Européens vont devenir les maîtres du monde. Riches, soi-disant. Oui, alors. Et la deuxième partie du titre aussi, c'est important. C'est le mot traite des Noirs. L'Afrique actrice ou victime de la traite des Noirs. Le mot traite n'est pas anodin dans le langage des Européens. Les Européens. C'est un terme propre au commerce et que nous utilisons tous les jours. Par exemple, nous allons acheter un bien de la main de quelqu'un, donc nous devons payer à notre débiteur une certaine somme. Si ce débiteur, c'est... la banque s'est substituée à notre débiteur parce qu'on avait payé du... Donc, on va porter des traites. Donc, c'est un terme du commerce. Alors, si c'est un commerce, la question c'est quel est le bénéficiaire de la traite? À qui ça rapporte? Alors, nous avons été vendus ou nous nous sommes vendus? Voilà. Alors, voilà la question. Alors, c'est-à-dire, on va voir la question de Negman. Si nous nous sommes vendus, où est passé l'argent? Pourquoi on a ce morceau de win là? Où est passé l'argent? Qu'est-ce qui a fait qu'au lieu de prendre cet argent-là pour l'investir ou faire le machin, on a au contraire des wins sur ce qui existait dans la période précoloniale? Donc, alors, si nous avons été vendus, quel est le bénéficiaire? Et il faut qu'on sache où est passé l'argent. Et on l'a dit, où est passé l'argent? On a des preuves de... Donc, voilà, et donc dès le début, c'est un terme trompeur qui vise à cacher la réalité, à tromper. Il n'y a pas un banal commerce, c'est une guerre qui s'exprime de la façon la plus abominable. Vous vaquez tranquillement à vos occupations quand vous êtes agressé violemment, on vous tombe dessus, on tue vos proches, on vous vole, on vous viole. Et si vous n'êtes pas mort, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. À des milliers de kilomètres. Non, mais c'est déjà là, vous êtes tombé dans un état de sidération. Parce que c'est tellement violent, vous n'avez rien compris de ce qui vous arrive. Et la seule solution, vous êtes tellement terrorisé, c'est votre instinct de survie qui va fonctionner. Et la terreur va vous commander, la plupart du temps, si vous n'êtes pas mort, d'obéir. Donc c'est une razzia, c'est une affaire de razzia. C'est le mot qu'il utilise. Hein? Souvent. Alors, c'est une guerre. Dans une guerre normale,
une guerre conventionnelle, les protagonistes se font face. Et ils s'expliquent, ils ne se comprennent pas, et ils se fâchent et ils se battent. Donc là, on voit très bien qu'il n'y a pas de commerce. C'est une guerre. Dire aux gens que c'est une traite, c'est mentir. C'est pour ça qu'on va dire que c'est... Puisque les rapports... Oui, c'est exactement. C'est une guerre très asymétrique. Absolument. Et c'est pour ça qu'au mot traite, il faut que nous prenions l'habitude de substituer les mots yovoda ou maafa. Alors, si nous pouvons chercher un autre terme, rien ne nous empêche d'inventer un autre terme que nous allons nous approprier, qui sera à nous. Donc, voilà. Alors, donc, les termes utilisés vont permettre de minimiser le crime de l'agresseur. C'est un crime contre l'humanité. Reconnu aujourd'hui. Oui, c'est reconnu contre l'humanité, mais pour autant, notre humanité serait quand même toujours différente. Hein? Toujours, oui. Nous sommes toujours des sous-catégories humaines. Ouais, voilà, exactement. Nous sommes s'ils nous appellent frères, nous sommes leurs frères inférieurs. Hein? Donc, on veut nous faire croire à une égalité possible entre les protagonistes, alors que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un acheteur et un vendeur. C'est une façon de banaliser le crime. C'est pour cela qu'il ne faut plus utiliser le terme « traite ». Alors, les Européens et les Français notamment vont mettre en place un discours de dénigrement absolu, une mystification pour justifier leur saccage. Donc, on n'a qu'à voir... leur saccage et leur prédation. On n'a qu'à voir que jusqu'à aujourd'hui, il y a manipulation et mensonge dans le choix des termes utilisés. Tous les termes, il nous faut revisiter tous les termes de notre vocabulaire quand nous parlons de nous-mêmes. Ça, c'est extrêmement important. Parce que le but, c'est quoi? C'est de faire accepter, aussi bien par leurs congénères qui peut-être s'étonnent de ce double discours, hein, c'est-à-dire qu'il y a un discours devant et un discours derrière, donc, et nous faire accepter aussi notre sort. Alors, c'est comme ça que Bemba Abong dit que l'Occident va s'accaparer, dit-il, du témoignage, il va pour lui, c'est lui qui tient le discours. C'est lui qui est le principal, c'est lui qui dit et c'est lui qui témoigne de l'historiographie de l'Afrique. Alors, non seulement ils ont une domination militaire, une domination physique, mais ils sont une domination intellectuelle et psychique. Tout ça est fait pour nous, pour dévaloriser les Africains, dévaloriser les descendants africains. Il n'y a que mensonge. Il n'y a que mensonge dans tout cela. Donc, on n'a qu'à voir que, même dans les choses les plus anodines, par exemple Gallieni, vous allez regarder la statue de Gallieni, vous allez voir en haut, vous avez Gallieni, un petit peu plus bas, vous avez l'Asiatique, et beaucoup plus bas, vous avez l'Africain. Oui, il est toujours tout en bas. Vous avez systématiquement, regardez ces statues-là, on vous parle de la gloire de ceci, de cela, etc. Et dans la Caraïbe, vous retrouvez les mêmes choses. Oui, chez nous, partout, oui. Vous allez trouver le conquérant espagnol et vous allez trouver en bas le pauvre amérindien qui est dans un truc, un geste de prière, machin, etc. Alors, je veux dire que la cathédrale principale de Santo Domingo est construite sur un charnier d'Amérindiens. Et s'il y a autant de cathédrales à Santo Domingo, c'est certainement pas par hasard. Parce que il y avait des rivières d'Afrique, c'est la même chose. Hein. En Afrique. Voilà, c'est toujours les mêmes choses. Aux États-Unis aussi. Oui, c'est toujours les mêmes façons de faire. Alors, donc, les Européens, et notamment les Français, donc, ils vont, quand on leur demande des explications, donc ils vont développer des arguments religieux, des arguments moraux et des arguments commerciaux. D'accord. Donc, alors, oui. Donc c'est quand même assez intéressant. Je voulais que, oui. Par rapport à l'ouvrage, ce qui est présenté, donc comme soi-disant l'histoire, il y a à faire très attention
à la manière dont les événements sont conceptualisés. Il y a surtout à essayer de prendre en compte le déséquilibre qu'il y a dans le discours même qui se trahit, c'est-à-dire les Noirs auraient vendu des Noirs, mais aucun bénéfice de cette vente ne s'observe dans l'espace africain. Non. Tous les bénéfices de richesse, d'emmagasinement, etc., de pouvoir et de transformation de l'esclave ou de l'esclavisé en source de richesse, de ressources, tout ça, c'est en Europe qu'on trouve les traces, les bénéfices de cette instrumentalisation. Donc, dans tout son premier chapitre, le livre est chapitré de manière un peu particulière, je dois vous le dire, parce qu'il y a une introduction qui est assez longue et où dans le chapitre préliminaire, il présente vraiment la continuité entre cette histoire et ce qui est arrivé au Cameroun, parce qu'en tant que Camerounais, il est lui-même, il est au courant des luttes, des massacres que la France a commis au Cameroun, les vraies guerres menées par l'UPC contre la France et qui ont fait plus de morts que la guerre d'Algérie. Mais c'est ça, comme vous disiez, qui ne sont pas recensés ni expliqués dans les livres d'histoire. Donc c'est une histoire, on va presque dire non officielle, en partant du monde des Blancs, qui est transmise aux générations successives, mais les Africains ont écrit leur histoire. Donc c'est à nous d'aller regarder de près comment cette histoire s'est déroulée. Donc il y a une introduction, un chapitre préliminaire, et puis donc où il explique les histoires de. En fait, il a un leitmotiv, c'est oui, soi-disant les Watelais ou les Wa africains auraient été ceux qui ont vendu leur peuple, leur population, et il revient sans arrêt sur cet argumentaire pour montrer que au fond, voilà soi-disant le rôle que les Wa. C'est-à-dire que, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut extraire des différents chapitres, les éléments. C'est-à-dire qu'il faut, il faut trouver une unification pour rendre des thématiques, en fait. Voilà, pour rendre compréhensible. En fait, parce que parfois, il fait intervenir, par exemple, comme ce chapitre préliminaire, il fait intervenir des éléments d'histoire, mais surtout ce qui s'est passé. Oui, de l'histoire récente. Et moi, pour que ça soit compréhensible, on peut faire allusion à ça, mais j'ai gommé tout ça et je me suis basée simplement sur les préoccupations que nous avons, extraire de son livre, extraire de son discours, parce que là, je suis assez fidèlement son propos. Oui, mais comme on veut, c'est le livre qu'on présente pour les téléspectateurs qui voudraient se le procurer, parce qu'il est en Martinique, cet ouvrage-là, à la librairie de Saint-Joseph, la librairie Sankofa. À la librairie Sankofa. Donc, son leitmotiv, et c'est pour cela que peut-être, oui, au niveau de la présentation, on a un flux d'éléments, d'informations qui peuvent égarer, surtout si on n'a aucune idée de l'histoire africaine. Donc, quand on connaît le Cameroun, quand on sait comment les grands leaders de l'UPC et les luttes farouches qu'ils ont menées contre la France parce qu'ils étaient dans des guerres d'indépendance et comment ils ont été tués, persécutés, assassinés, quand on comprend, on a cette vision-là, cette connaissance-là, on comprend un peu, on entre un peu plus facilement dans les différents chapitres, surtout ceux du début, mais en toile de fond, comme le dit Dany, il faudrait pratiquement essayer d'extirper de tout ce flot d'informations les éléments qui sont sa préoccupation. Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe, c'est-à-dire le discours qui est à déconstruire et qui s'applique à déconstruire, qui revient systématiquement dans tous ces chapitres, c'est le fait qu'on ait décrété et que les Noirs, les Africains y croient, nous aussi en descendant, en tant que descendants, que nous croyons que effectivement nous sommes dans la mouise parce que les Africains
ont trahi leur peuple, les ont vendus à des barbares qui en ont fait vraiment de la chair à canon en dehors de sources de richesses incommensurables, puisque vous avez vu... Alors, pour avoir une vision historique précise, il faut que vous remettiez dans la période où ça se passe. Nous sommes dans le Moyen-Âge. Alors, dans le haut Moyen-Âge ou le moyen Moyen-Âge, vous avez les Portugais qui commencent à être les plus bravages et qui vont initier un certain nombre de pratiques et de rapports au peuple noir que les autres peuples, et notamment la France qui arrive bien après, vont imiter. Avant, il y a eu les arabo-musulmans dans la traite du même nom, et vous avez donc des personnes qui sont des groupes qui restent des Européens, qui vont initier des pratiques et qui vont... Alors, c'est bien expliqué comment les premiers Portugais qui arrivent sur les côtes africaines vont surveiller les gens, ils vont essayer d'en capturer quelques-uns pour les ramener auprès de la couronne, chez eux, pour montrer tout ce qu'ils pourraient faire de ces gens-là, puisque il était question de convaincre le roi du Portugal que ça aurait été une bonne chose, un bon commerce de faire justement introduire au Portugal quelques spécimens africains, et pour cela on ne leur demande pas leur avis, on va les capturer. Et la question du kidnapping, c'était quoi? Philosophe? Non, c'est pas philosophe. Tu as la razzia d'abord. Alors il faut dire que en fait la situation alors, il faut quand même, on va passer sur les arguments qu'ils utilisent pour expliquer pourquoi, connaître le vrai jeu. Attends, laisse-moi terminer. Il faut convaincre les gens, déjà au niveau des royautés qui ne connaissent pas cette réalité, qu'il y aurait intérêt à utiliser ces populations, soit d'abord au Portugal même, parce qu'on les utilise dans la domesticité, puisqu'à l'époque, le Portugal, c'est 1 million d'habitants, il y en a qui sont décimés par la peste noire, enfin, il y a énormément d'événements qui surviennent et qui font on va grossir la population par ce trafic de population africaine. Donc, le souci de Boumba-Bok, c'est de montrer d'abord que ce discours qui veut que ce soit les Africains qui aient vendu des Africains est à déconstruire, et pour ça, il va utiliser beaucoup de sources d'abord historiques, beaucoup sont occidentales même, mais surtout la démarche, on va dire, déconstructive, de montrer comment ça s'est tissé une sorte de trame autour de ce projet qui est vraiment d'utiliser l'Africain dans d'abord des projets plutôt soft, et ensuite parce que ça va déclencher chez tous les Européens une sorte d'engouement incroyable, irrépressible, eh bien on va utiliser donc des méthodes de plus en plus violentes, notamment l'instrumentalisation des Africains, de ceux qui étaient au pouvoir, comme les rois ou les chefs de village, etc., pour aller donc capturer, kidnapper, razzier. D'abord, c'est vrai, de toute façon, c'est assez lié, vous allez voir, mais il faut convaincre les Watelais ou les rois par des moyens. Il y a une fabrication. Je vais revenir dessus parce que c'est une véritable fabrication. Mais c'est juste présenter l'idée générale de ces premiers chapitres. C'est une fabrication d'une trahison, en fait, de stratégies qui vont forcer les Africains à vendre les leurs, ou alors pour sauver leur peau, à vendre des personnes qui étaient dans un statut dans leur pays, dans des conditions soit de prisonniers de guerre, soit de personnes qui étaient des personnes en justice, qui avaient des contentieux avec la justice, etc. Donc, ils ne vendaient pas leur peuple dans l'absolu, ils vendaient des personnes, ils cédaient, ou alors ils étaient obligés de céder, puisque souvent,
pour se sauver, les plus nobles, qui avaient le plus de moyens, ont dû parfois céder des personnes qui étaient dans leur royaume, des personnes qui étaient on va dire, des subalternes ou des personnes... C'est beaucoup plus vicieux que ça. Hein? C'est beaucoup plus vicieux que ça. Non, mais on peut parler dans plus de détails tout à l'heure, Dani, si tu veux bien. Il y a donc cette nécessité de dire que les Africains ne sont pas, chez Bouin-Babog, les Africains ne sont pas les vendeurs d'Africains pour lesquels on les fait passer. Il y a des conditions historiques dans lesquelles ce phénomène va voir le jour. Et ce qui nous intéresse ici, c'est parce que c'est un discours qui est très répandu chez nous. Ce qui nous intéresse, c'est de le déconstruire à partir des argumentaires que présente l'auteur. Donc il y a beaucoup de détails, beaucoup de vices, de ruses qui sont utilisés, et l'auteur va utiliser lui-même ce discours sur la ruse, la méchanceté, la barbarie dont les Européens vont faire preuve envers les Africains, et surtout tétaniser les chefs de village ou les rois africains pour qu'ils cèdent. Donc ils vont utiliser certains groupes, des mercenaires, des métis, les lanzados comme ils les appellent, etc., etc. Et on va voir, donc on va essayer d'étoffer de plus en plus les stratégies qu'ils ont utilisées pour arriver à cette fin-là. Donc ça, c'était pour vous parler du premier chapitre et de la façon dont on va entrer tout doucement, mais sûrement, et de la manière la plus violente qui soit, dans une sorte de commerce du bois d'ébène que l'auteur va, dans une première partie, présenter sous le titre « Et l'enfer s'abattit sur l'Afrique noire sous le terrorisme de l'Europe ». Vous voyez, on parle de terrorisme aujourd'hui, mais ce terme-là s'applique déjà depuis le bas Moyen-Âge, au moment où les Européens qui sont à zéro. Dany vous a parlé tout à l'heure du palais de l'Élysée, des grands monuments qu'on voit fleurir partout en Europe et qui ont effectivement des similitudes architecturales. C'est à ce moment-là que, grâce à la traite et au commerce, avec le travail gratuit des Africains, que les Européens qui, au bas Moyen-Âge, sont au même niveau que les Africains. On l'a vu plus aussi. Bas que les Africains. Oui, on l'a vu aussi dans un livre qui s'appelle Exterminer toutes ces brutes de Sven Lindqvist, qui est un Suédois. Les Africains sont au même niveau et d'armement et de développement que les Européens lorsqu'ils arrivent sur les côtes d'Afrique. Et qu'ils sont vraiment pris d'une jalousie infernale contre ce bonheur, ces gens qui ont qui sont l'Éden. L'Éden décrit dans la Bible, c'est l'Afrique. Et puis à partir de ça, donc cette instrumentalisation de tout un peuple dans leur stratégie d'enrichissement, vous allez voir donc les Africains, comme par le principe des vases communicants, devenir de plus en plus pauvres et les Blancs de plus en plus riches. Et puis pour justifier cette barbarie, cette méchanceté, tous les discours que Dany vous a soulignés, des conceptualisations qu'il nous faudrait déconstruire, et c'est pour ça que les profs d'histoire sont sollicités, il faut les déconstruire pour que nous arrivions à bien comprendre comment nous avons été formatés pour penser comme les Européens, pour penser notre histoire comme les Européens l'ont pensé, pour se dédouaner de toute façon des drames qu'ils ont fait vivre à notre peuple et qui continuent à lui faire vivre, puisque l'Afrique actuellement essaye de s'émanciper de ce terrorisme occidental, et vous voyez que les Occidentaux renforcent l'étau, resserrent l'étau pour garder l'Afrique qui est leur source de richesse, leur avenir, comme ils l'ont écrit, et bien pour garder l'Afrique sous domination. Et l'Afrique a décidé que désormais, elle va se libérer de ça. Donc, Dany, on peut apporter, comme tu le voulais, plus de précision. Alors, je dis tu et vous parfois, parce que oui, je connais Dany. Donc, si vous voulez, je vais continuer avec le tu pour ne pas... C'est que nous avons des amis qui ont besoin parfois de sentir qu'il y a de la distance entre le présentateur et ses invités. Donc, voilà pourquoi je dis ça. Mais nous nous connaissons et nous réfléchissons ensemble
Alors, ce qu'il faut dire, hein, dans toute cette partie-là qui me paraît primordiale, hein, je veux dire que les arguments qu'ils ont développés, ils vont développer l'argument religieux qu'il fallait faire les Africains connaître le vrai Dieu, il fallait sauver leur âme. Ça, c'est les Portugais, le discours des Portugais. Oui, c'est le discours des Portugais. Que les autres vont reprendre. Oui, c'est le même discours que toute la chrétienté. On va voir le rôle du pape dans ça. Hein. Et on va voir le rôle des Portugais dans le l'argument, il y a un autre argument, c'est l'argument qui montre leur grande humanité. Il fallait sauver ces sauvages, donc des sauvages offerts au règne des potentats païens buveurs de sang, antithèse de la civilisation joyeuse et triomphante dont Dieu a fait l'homme blanc, le dépositaire et messager. Voilà. Et c'est un argument commercial que ils se promenaient tranquillement et puis on leur a sauté dessus et puis on les a obligés à prendre des Africains. Voilà, comme ça, c'est ce qui s'est passé. Donc ils les ont pris à l'issue de leur plein gré carrément. Les Africains se sont jetés dans leurs bras. Voilà, exactement. Pour dire, voilà, prenez-nous, ou bien tenez-les, ils nous embarrassent. On a envie de devenir esclaves. Voilà. Esclaves, oui. Alors, donc, Babong, c'est important pour lui parce qu'il donne une définition de l'esclavage. Et il dit que c'est un système qui repose sur la suppression totale de liberté d'un être humain, l'esclave étant considéré comme un bien de son maître, qui a sur lui tous les attributs du droit de propriété, celui de la jouissance, celui de disposer de lui à sa guise et de le vendre ou de l'acheter et de pouvoir le détruire, c'est-à-dire qu'il a sur lui le droit de vie ou de mort. Voilà. Donc il dit, mais il y a eu l'esclavage dans les sociétés européennes, vous n'en parlez pas. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, oui, il en parle. Il dit, voilà, l'esclavage, c'est un système économique et social qui apparaît dans les sociétés antiques européennes et dans les sociétés sémites, c'est-à-dire arabes et juives. Arabes et juifs. Et de toute façon, on va leur prendre la mettre dans le pot de confiture, ces gens-là, donc, notamment les juifs qui disent qu'ils n'ont jamais rien fait. Donc, il y a beaucoup de preuves sur le fait que les Juifs ont participé à la traite. Oui, absolument. Et ils n'ont jamais été esclaves des Égyptiens aussi, on va en parler. Donc, parce que l'esclavage n'a jamais existé en Égypte antique. Voilà, exactement. Tout ça, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Oui. Et là, il dit, par exemple, que, en fait, le mot esclave vient du mot sclavus, et qui est du mot latin slavus. Donc, ça désigne durant le Haut-Moyen-Âge, les Blancs qu'on allait capturer pour les réduire en esclavage et les revendre pour les Arabes. Et ils se vendaient les uns des autres, c'est-à-dire que souvent, quelqu'un qui était isolé, on l'attrapait et on allait le vendre, machin. Bon, c'était commun. C'était commun. Et Venise, c'était un haut lieu de la traite des Blanches. Oui, la traite des Blanches. La France, il y avait au moins 3 endroits où on les amenait. Il y avait Aix, il y avait Marseille, il y avait Lyon, etc. Et à Verdun, il y avait un centre d'opération des eunuques. C'est-à-dire là où il y avait au moins 25% de morts, c'est pas plus. Donc, pendant le Moyen-Âge, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les Européens ont pratiqué l'esclavage, exactement selon la définition donnée par Babong. Donc, jusqu'au bas Moyen-Âge, le servage s'est arrêté avec 1789. Oui, c'est la Révolution française. Attends, mais les Russes, comme ils continuent à aller prendre des gens, c'est du côté de la Crimée, etc. Et comme il y a eu des citoyens russes qui ont été embarqués, ce sont les Russes qui ont mis fin. De leur côté. Non, ils ont mis fin à ce trafic-là. À ce trafic-là, oui, parce qu'ils se sont battus, ils les ont chassés de la Crimée et de toute la zone qui... Mais ça, c'est le trafic. Mais le servage, qui est une forme d'esclavage chez les Occidentaux. Oui, c'est la traite. En France, en France, le servage, c'est la façon, le mode
d'utilisation de la main-d'œuvre paysanne en Oui, France. oui, mais il y a des esclavage. nuances. Oui, non, mais il y a des nuances qu'il faut mais... bien appeler un chat, parce que l'esclavage, quand même, vous travaillez pendant une partie du temps chez le noble, il vous maltraite, etc. Mais vous n'étiez privé d'un certain nombre de droits, vous aviez beaucoup d'obligations, mais il n'avait pas le droit de vivre ou de manger dessus. Il y avait certains qui avaient pratiquement un statut, c'est-à-dire qui n'avaient pas de terre. Qui se sortaient d'affaires, oui. Oui, il y en a qui n'avaient pas de terre, qui étaient effectivement attachés à la maison du noble. Mais il fait remarquer donc que dès que dans les sociétés sémites, dès que vous n'étiez pas du coin, vous sautez dessus et vous étiez réduit en esclavage. Alors, il dit que dans l'Inde préarienne non plus, et ça c'est un blanc qui parle, c'est Joseph Elzéar Morenas, il dit que il n'y a pas eu d'esclavage en Inde non plus parce que les Indiens décident que si que c'est un déshonneur qu'un d'employer un étranger dans sa maison. Donc il n'y aura pas d'esclaves. Et il est persuadé que c'est les... Il n'y a pas d'esclaves, mais ils vont essayer d'utiliser les mêmes méthodes de kidnapping, de razzia, sur les Indiens. Oui, au moment de la colonisation de l'Inde, oui, mais ce qu'il faut... au départ. C'est-à-dire que l'Inde va beaucoup changer dans la mesure où il y a une évasion dans le nord de l'Inde, et ces invasions-là sont venues du sud de l'Europe, 2000 ans avant Jésus-Christ, et il y a une partie d'entre eux qui vont s'installer en Iran et une partie d'entre eux qui vont s'installer dans le nord de l'Inde. C'est pour ça qu'il y a des similitudes, des choses comme ça, etc. Donc... Les Parsis sont les descendants en Inde de ces populations-là. Voilà, exactement. Et c'est eux qui vont mener, qui vont créer toutes les histoires de caste, de tous ces machins-là. Donc, et il dit... qu'en Inde, donc il n'y avait pas... alors, il se trompe dans la mesure où il dit que c'est l'Inde qui aurait apporté un certain nombre de mœurs, une certaine culture en Afrique, alors que c'est l'inverse, puisqu'on sait que les Dravidiens sortent... Mais il y a des endroits où il dit le contraire. À ce niveau-là, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il était un peu brouillon, parce que il y a cette idéologie diffusée par les Occidentaux qui disent que ce sont les Indiens qui auraient civilisé les Africains, alors que historiquement, ça ne tient pas la route. Oui, absolument. Mais est-ce que, Dani, parce que le temps passe tellement vite... Alors donc, on va arriver, il dit aussi que dans les sociétés noires, l'Égypte ancienne, il n'y a pas eu non plus d'esclavage, et qu'il y a tout un passage qui explique qu'il n'y a pas de trace d'esclavage, que là où même pour fabriquer les pyramides, il fallait des ouvriers spécialisés. C'était pas n'importe qui comprenait. C'est important cet aspect-là, parce que pour les Occidentaux, pour montrer que les Noirs étaient que l'Égypte n'était pas noire, mais que les esclaves, enfin ceux qui travaillaient, construisaient les pyramides étaient noirs, et ils ont présenté, donc ils ont parlé d'esclaves. Or, dans ce que nous dit Ibn Babog, mais pas seulement, Cheikh Diop, c'était des ouvriers spécialisés qui étaient des Égyptiens eux-mêmes. Oui. D'accord, donc il n'y a pas eu d'esclaves. Ils étaient salariés. C'est ça, des ouvriers spécialisés. Alors, il peut être, au cours d'une guerre, on peut capturer des gens, on va les mettre au travail, mais ils sont nourris, etc. Mais ils ne sont pas esclaves, c'est-à-dire que on va les placer ou bien le pharaon va en garder pour mettre dans son armée ou pour faire un certain nombre de travaux, et on va en placer peut-être les plus rétifs chez des gens mais ils ont les mêmes statuts, ce sont des citoyens comme les autres. Donc en Afrique noire, il n'y a jamais eu non plus d'esclavage. Donc, il y a une organisation sociale qui fait que si jamais il y a capture lors d'une guerre, donc, ou bien il y a eu on va placer dans des familles les gens de façon à
les réintégrer dans la Oui, communauté. c'est pour ça que ce qu'on a appelé l'esclavage en Afrique n'a pas du tout... donc le terme à utiliser serait différent, mais on n'a pas du tout la même réalité sociologique. Voilà. Quand on parle d'esclaves soi-disant, on utilise le terme domestique, mais en fonction aussi des délits qu'ils avaient commis, parce que les sociétés africaines ont un système de justice qui est très, très élaboré et structuré. On n'enferme pas les gens. Vous voyez, en Europe, on crée des endroits où on clôt, où on enferme les gens, soi-disant pour leur faire expier leur faute. L'Afrique n'a pas créé de prison, vous le voyez dans toute son histoire, mais il y avait un système même de frapper, etc. C'était pas ça les solutions pour les Africains, mais vous aviez un système de récupération des personnes qui avaient commis des délits en leur infligeant un certain nombre alors les sanctions, c'était qu'ils deviennent vos domestiques ou etc. Et à ce moment-là, quand ils en avaient les moyens, ils recouvraient leur liberté. Mais on a énormément maintenant de textes. D'ailleurs, la biographie de Boumba Bok, la bibliographie, est importante. Vous trouvez vraiment toutes sortes de lectures pour vous convaincre que l'Afrique n'a pas créé de prison, donc elle ne pouvait pas créer forcément d'esclaves, comme on le dit. Il y a eu, dans certains lieux comme au Dahomey, il faudrait en parler de manière plus spécifique, donc là où les guerres se faisaient, beaucoup plus de prisonniers de guerre. Et quand les Européens, les barbares se sont abattus sur l'Afrique, il y a effectivement eu des tractations pour qu'on cède ce qu'on a appelé les captifs de guerre à un certain nombre de puissances occidentales. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir comment est organisé le pouvoir en Afrique. Donc, contrairement à ce qu'on pense, il y a des institutions. Donc, il y a un système politique extrêmement solide, avec des contre-pouvoirs particulièrement importantes et il y a une vie démocratique certaine. Voilà. Donc, comment c'est organisé, en fait, d'où viennent ces institutions? En fait, ces institutions sont données par les ancêtres justifiés qui les tiennent des dieux. Tu vois? Oui, c'est un pouvoir divin, en fait. Oui, mais c'est des situations, c'est-à-dire l'organisation administrative, oui, la façon de fonctionner, pardon. Et c'est pour ça que le Conseil des Anciens va représenter un contre-pouvoir extrêmement important. Donc, dans le chapitre 2, il vous le développe bien. Oui. Au deuxième paragraphe, l'exercice du pouvoir dans le système traditionnel africain. Pour les gens qui n'ont aucune idée de comment fonctionnait justement le système de contrôle voilà, exactement. est très important. Hein? Oui, absolument. Et puis le roi, aussi bien le roi que le pharaon ou l'empereur, ils sont élus. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes. Il faut se rappeler que c'est un régime matrilinéaire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de prétendants au trône, et ce n'est pas le phénomène de la primogéniture, c'est-à-dire que ce n'est pas l'aîné qui va être devant. On va les rassembler, on va les observer. De toutes les façons, les grands prêtres savent un petit peu à qui ils ont affaire, donc ils font un certain nombre de cérémonies et ils vont élire un. Absolument. Parmi ceux qu'ils ont qu'ils ont choisis. Et le roi, l'empereur, enfin celui qui va détenir le pouvoir, il arrive nu. Oui, c'est-à-dire qu'il est dépouillé, il doit être dépouillé de tout intérêt. Donc, il est sous le contrôle de ces... Ça veut dire qu'il est investi d'un pouvoir divin, mais ça ne lui donne aucun droit divin. Voilà, exactement. Puisque quand il est embarrassant, on se débarrasse de lui. Exactement. Donc, il n'agit pas arbitrairement, mais sa conduite est soumise à des lois et des coutumes ancestrales. Absolument. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est tout cela que les barbares occidentaux vont déstabiliser. Exactement. Ils vont déstructurer tout ça. On va voir... c'est ça, le pouvoir à caractère impersonnel. Donc, comment je vais dire ça?
il n'est pas déifié. Il faut savoir que le détenteur passager du pouvoir, il est soigneusement distingué de Dieu. Il n'est pas le représentant de Dieu sur terre. Il a certainement, c'est un grand prêtre. Caractère divin, c'est ça. Oui, il a un caractère divin parce que c'est donné par les ancêtres. Ce sont les dieux qui ont donné par les ancêtres et c'est pour ça qu'il a un organe de contrôle aussi important. Et par exemple, dans l'État Aka, il vous dit que, en fait, ce qui a le caractère divin, c'est le tabouret. Alors, le monarcat est divin, mais pas celui qui a le pouvoir. Et le tabouret sur lequel il va s'asseoir, c'est lui qui est divin. C'est lui qui est divin. C'est pas sa personne. On peut comprendre le sens des violations que ça a introduit. Voilà, exactement. Quand on voit comment les Européens ont volé tous ces objets-là. Oui, oui, donc il a des fonctions rituelles, des fonctions législatives, etc. Mais il est tenu de prendre ses décisions c'est ça, dans la le Conseil. C'était ça la vraie démocratie. Il est tenu de prendre ses décisions dans le Conseil et une fois que sa décision a été, c'est lui qui va l'appliquer. Et tout est organisé de cette façon-là. C'est-à-dire que l'histoire de chefferie-là, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Il y a une organisation, il a des représentants dans les provinces et les représentants dans les provinces sont priés de bien vouloir aller mettre... C'est la même chose qui est en place. Et dans certains endroits, vous allez trouver dans le conseil des anciens, dans le conseil qui est attaché, vous allez trouver des femmes, des jeunes, etc. Et il y a des endroits où... C'est intéressant, il faut souligner que dire ça, c'était dans sa perspective, la perspective de l'auteur, c'est expliquer qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il y avait des petits watelets qui agissaient de manière totalement autonome et libre, puisque le roi, le pharaon, exerçait sur tout son royaume un droit de préemption, d'autorité, une autorité que marquait le pouvoir. Donc c'est pour vous dire que dans le discours des Occidentaux qui prétendent que, voilà, ils sont allés marchander avec des petits watelets qui voulaient, pour quelques... comment on appelle ça, des verreries, verroteries, je sais pas ce qu'ils ont raconté, que c'était tellement des gens, alors qu'ils étaient assis sur de l'or, que c'était des gens tellement couillons et comment on dit ça, enfin, qui aspiraient à s'enrichir facilement, qu'ils cédaient leur... Donc c'est bien comprendre, en entrant dans la profondeur de l'histoire africaine, bien comprendre comment se gérait en fait la relation entre les groupes, entre le pouvoir et les administratifs, pour ne pas se laisser, influencer par tout ce que vous lisez dans les ouvrages des Occidentaux, qui n'a qu'un objectif, c'est de vous dire qu'au fond, les Européens ne sont responsables de rien, que ce sont les Noirs qui sont venus se jeter dans leurs bras pour leur dire « Prenez-nous, nous avons des âmes d'esclaves et nous n'aspirons qu'à être vos valets ». Aujourd'hui, que les Africains leur disent « Stop là, regardez comment ils se comportent sur le continent ». Donc vous avez, à un moment donné, une histoire qui s'est nouée, un nœud qui s'est créé entre les Noirs qu'on n'entendait pas, les Africains qu'on n'entendait pas, les Occidentaux qui écrivaient des millions d'ouvrages et qui déformaient la réalité. Et aujourd'hui, tout d'un coup, ce nœud commence à se défaire. On entend la voix des Noirs, des Africains, qui, eux, témoignent de leur réalité et on comprend qu'on a été victime de machinations, de mensonges tellement violents qu'aujourd'hui encore, dans nos pays qui ont subi pourtant cet esclavage démentiel, on continue à penser que les Blancs ne sont responsables de rien. Voilà. Donc, ils ont réussi à détourner le regard sur les victimes et à s'épargner, alors qu'ils ont gardé pour eux toutes les richesses et tous les bienfaits de ce commerce qui, on vous dit, a alimenté le capitalisme. Et le système capitaliste est né du travail gratuit dans lequel les Blancs ont installé les Noirs, qui n'avaient aucun droit, aucune retombée économique pour eux, qui ont dévasté leur continent et qui ont affamé
affamé leur peuple quand ils ne les ont pas assassinés en beaucoup d'endroits. Et Bemba Bok en témoigne. Il y a eu beaucoup les razzias. Parfois, quand ils gardaient une ou deux personnes, ils en avaient tué des vingtaines, des cinquantaines. Vous voyez, pour capturer, parce que Dany va peut-être en parler. Ils ont comment vous dire ça, usé de beaucoup de violence, de ruse, puisque dans un chapitre, les mercantilistes, Bemba Bok vous parle justement des techniques qu'ils ont utilisées. Donc, parmi lesquelles, je vais y arriver. Parmi lesquelles la ruse. Mais il y a une autre institution. Il y a une autre institution qui est importante, c'est la palabre, alors que c'est devenu un terme péjoratif. Bien sûr. Alors que c'est une institution, c'est le fondement d'une coutume institutionnalisée et il y a une fonction politique qui intervenait à tous les niveaux de la réalité sociale et politique. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand ils se réunissaient, c'était ça. La palabre, c'était qu'ils discutaient. D'ailleurs, ils sont en diplomatie, on nous apprend que les premiers diplomates du monde, ce sont les Africains. Parce que tant que le problème n'est pas résolu, on reste assis et on discute. C'est ce qui se fait en diplomatie actuellement encore. Oui. Alors, donc, il y a autre chose aussi. Le roi est le symbole de l'unité de son peuple. Comment un roi qui peut être le symbole de l'unité de son peuple, il est le gardien, donc il assure c'est de la pérennité, la survie de l'État et de la société. Comment il peut se comporter de cette façon-là? Ou laisser ces subalternes vendre ces sujets comme ça. C'est bien pour cela qu'il vous parle, qu'il développe cet aspect-là, que l'auteur développe cet aspect-là dans son ouvrage. Et sur la question des principes, donc c'est-à-dire la question de la justice qui est extrêmement importante chez les peuples africains. La question de l'égalité, parce que dès le départ, les femmes avaient le même statut d'égalité dans la société égyptienne. Ils sont pour l'équité, la responsabilité. Et là, Bemba Bok va citer la charte du Mandé, qui date de 1235 et qui est la première charte qui concerne les droits de l'homme. Et dedans est résumé toute l'attitude, tout le comportement. Donc, tout le comportement maïtique de l'Africain. Donc, je vais sauter ça, mais on va revenir dessus. Donc, la géopolitique, la situation géopolitique est importante quand on commence la traite. En fait, c'est l'islam, c'est-à-dire que ce sont les Arabes et ceux qu'ils ont mangé qui dominent toute la Méditerranée. Absolument. Et donc, ils vont occuper l'Italie, ils vont mettre même à sac Rome, et notamment aller voler des choses dans les cathédrales, et ils savaient exactement où c'était. Donc, tout ça, c'est dans entre le 5e et le 8e siècle. Et même plus, parce que jusqu'au 12e, 13e siècle, 14e siècle même, ils occupent toujours l'Italie, puisqu'ils sont... Et ensuite, ils vont occuper la péninsule ibérique, ils vont remonter jusqu'en France, on nous a parlé de Charles Martel, et ils occupent, alors au fur et à mesure, de la péninsule ibérique, il y a l'Espagne et le Portugal. Donc le Portugal va se délivrer assez tôt. Tôt, du 3 siècles, 4 siècles, 7 siècles après, puisqu'il reste 7 siècles. Oui, on dit 8 siècles parfois. 7 siècles. De 711 à 1492, ils seront chassés de Grenade. Bon, et ce qu'il faut dire, et qu'on entende bien, qu'il n'y a pas de fermeture hermétique des frontières. Il y a des échanges artistiques. Il y a des courants intellectuels qui circulent. Il n'y a pas de rupture notable pendant la période de l'occupation islamique. Et ceci est valable pour l'ensemble des pays qui bordent la Méditerranée. Il ne faut pas qu'ils viennent nous raconter des histoires. Parce que ça, c'est important. Ce que je dis là est important. Et c'est eux, donc, qui dominent donc, l'organisation de la vente des Blancs, etc. Donc, quand en 1441, donc, les chrétiens reprennent du poil de la bête, l'Église est toute puissante. Elle est riche, elle cherche les richesses, etc. Et ce n'est pas qu'une affaire spirituelle, c'est aussi une affaire commerciale. Donc,
l'Europe et le pape rêvent d'expansion économique et territoriale et veulent leur revanche sur les Mahométans. Alors, ils savent, ce sont les Mahométans, comme ils disent, c'est-à-dire les Arabes, etc., qui dominent le commerce, les relations avec l'Inde, où l'Inde, c'est l'argent. L'Eurasie. Oui, où c'est eux qui dominent le commerce des épices et de l'or. Donc, mais le problème, c'est qu'ils veulent aller chercher tout ça, ils veulent aller prendre leur part, et ils veulent faire d'une pierre deux coups. Donc, ils vont essayer ils envisagent donc de découvrir, chercher un chemin pour aller chercher, alors, soi-disant, le prêtre Jean, le grand prêtre Jean, ça dit que c'est l'Éthiopie, ça veut dire que l'Éthiopie est chrétienne. C'est pour ça que je te dis que c'est pas hermétique, c'est pas vrai. Il y a des échanges, ils savent bien ce qui se passe, ça pourrait tout même tout jusqu'à ça. Maintenant. Oui. Malgré les discours, oui. Oui, et ils veulent prendre, avec l'aide du prêtre Jean, ils veulent prendre à revers les Mahométans. Parce qu'ils ont déjà essayé en Europe, mais ils se sont heurtés en montant par là. Mais depuis les croisades d'années, depuis les croisades, la guerre entre les Arabes... c'est antérieur, les croisières viennent après. C'est-à-dire ça vient après. Oui, quand ils les ont battus... C'est dans l'an 1000, oui. C'est après qu'ils arrivent qu'ils font les croisades. Donc, alors... Et de côté, il y a Gengis Khan qui les a épluchés, ils ont foutu la raté de leur vie. Oui. Et là, en descendant la Méditerranée, en allant vers le Moyen-Orient, ils ne peuvent pas passer. Alors c'est là qu'on arrive à Don Enrique. Don Enrique, c'est le fils de l'enfant, c'est l'enfant, pardon, le fils du roi. Oui. Et du Portugal. Qu'on appellera Henri le navigateur. Qui navigue que dans sa chambre. Mais c'est la tête pensante. Oui, il a des titres. Il est administrateur et gouverneur de l'ordre de la chevalerie de Jésus-Christ. Absolument. Et c'est lui, donc ça, c'est important, c'est lié. C'est lui l'enfer de l'Afrique. Voilà, c'est lui le fondateur du système négrier transatlantique. Et que les Européens vont continuer. Voilà, alors... Jusqu'à-là, personne n'est parvenu à dépasser certains caps. C'est le cap Bojador et c'est la mer des ténèbres. C'est-à-dire que ça vient juste après le Sahara espagnol. Bien sûr. Il y a beaucoup de mythes et de peurs, oui, etc. il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup d'affabulation. Donc, il est tenace. Voilà. Il a de l'argent, parce que c'est pas n'importe qui. Il reçoit, comme il est l'administrateur de son histoire de chevalerie de Jésus-Christ, il reçoit de l'argent, il a de l'argent, il est subventionné. Alors, il crée une école de géographie et de navigation. C'est-à-dire qu'il va prendre les meilleurs, il va les rassembler chez eux. Et en même temps, il met un truc de construction navale. Donc, il y a un chantier de construction navale pas trop loin. Et voilà. Donc, ces motivations donc, sont à la fois économiques, parce qu'il veut absolument contrer donc, les arabo-musulmans, et surtout Venise, qui a des relations avec eux, puisque c'est pas en Venise, Venise est très riche. Mais Dani, est-ce qu'on peut, parce que le temps nous presse, est-ce qu'on peut mettre davantage l'accent sur, en fait, ce que l'auteur met en avant? Bien sûr qu'il entre dans ces histoires-là, mais il nous montre comment on va instrumentaliser sur place des gens comme les lanzados. Oui, j'y suis. Non, je veux juste dire deux mots sur l'Église. D'accord, oui. L'Église, c'est très important. C'est important pour... le pape, donc, dans tout son truc-là... Plusieurs papes. Il y a un pape qui qualifie l'Asie négrière de guerre juste contre les païens. C'est ça. Alors, c'est Nicolas V, qui, le 8 janvier 1454, qui fait une bulle et qui dit « Nous avons jadis, par la précédente lettre, concédé au roi Alphonse du Portugal, etc. » Et il dit donc il faut qu'ils aient la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de se réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire tous les Africains païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leur royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles, immeubles, tous les biens par eux détenus et posséder, de réduire leur personne en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire usage et servir à usage et utilité ces royaumes, duchés, contrées, propriété, possession et biens de ces infidèles, sarrasiens et païens.
C'est ça, c'est-à-dire au nom de soi-disant de leur autoproclamation religieuse comme étant sauveurs d'âme, eh bien ils autorisent à piller, à voler, à détruire des humanités entières, puisque ce qu'on retient de tout ça, c'est que tout ce que vous avez perçu comme organisation des sociétés africaines va être rongé de l'intérieur par ces gens qui arrivent et qui donnent des grands coups de boutoir à ces structures qui vont petit à petit s'effondrer, et on va trouver donc après quelques siècles de ce régime-là une Afrique complètement et bien en ruine. Et regardez comment malgré tout elle essaye de remonter la pente, parce que ce doigt que les chrétiens, qui étaient déjà en guerre avec les musulmans, donc ce qui va exacerber les relations sur le continent, puisque mahométans, musulmans, si vous voulez, et vont sur le continent africain se déchirer pour garder l'ascendant sur les populations qu'ils mettent en esclavage, même si l'esclavage des musulmans n'est pas le même. Mais la traite arabo-musulmane que vous trouvez bien décrite dans le livre de Jacques Hers, H2ERS, c'est très important que vous regardiez la cruauté, le racisme, la méchanceté que cet auteur, que ces arabo-musulmans ont utilisé contre les Noirs. Donc l'Afrique est prise en étau de partout par des gens d'ailleurs qui vont occuper après le nord de son continent. Avant. C'est par là qu'il pénètre. C'est par là qu'il pénètre. Mais enfin, il s'installe dans le nord et il continue la traite au Maroc. La traite des Noirs s'est terminée dans les années 1980. Oui, très tardivement. Et ça continue d'ailleurs au Qatar, dans tous ces nouveaux trucs. Voilà, les traites. Donc, c'est vous montrer, en fait, ce qui est important pour nous, pour comprendre, pour déconstruire l'idée de l'auteur, qui est de prouver qu'à aucun moment on ne peut dire que ce sont des Noirs qui ont vendu des Noirs. C'est ça qu'il importe de bien saisir dans cet ouvrage. Il y a toute une série de faits qu'il va aborder. Donc, c'est ce qui rend le livre un peu touffu, et peut-être, si vous perdez de vue cette perspective-là, vous pouvez vous noyer dans les données. Mais il ne faut pas perdre, justement, quand vous allez entrer dans l'ouvrage, bien comprendre qu'il s'agit pour vous de saisir dans l'ouvrage tous les arguments qui expliquent que les Noirs sont des victimes, en fait, et que petit à petit, dans l'écriture de ce que Dany a intitulé « Les Européens prétendent détenir le monopole du récit et administrent leur vérité a posteriori », en réalité pour cacher le crime. Mais voyez les paradoxes de l'histoire. La France va reconnaître quand même qu'elle a commis un crime contre l'humanité en se prêtant à ce genre de pratique et qui a duré quelques siècles, et en continuant à maintenir les Africains par la monnaie, le franc CFA, la Franc-Afrique, les supports éducationnels, etc., dans une forme d'aliénation qui est absolument déstructurante pour les Africains, aujourd'hui encore, qui essayent donc de s'en défaire. Alors, ce que je voulais dire, Juliette, c'est que dans tout ce que je vous ai lu là, vous n'avez pas entendu parler d'Amen, vous n'avez entendu parler que de biens et de richesses. Absolument. Et c'est le pape. C'est pas moi, c'est le pape. Et c'est lui qui dit, justement, qui autorise à aller dépouiller, quoi. Oui, absolument. Mais le Vatican n'est pas le plus riche pays pour rien. Le Vatican. Oui, c'est le parrain, en fait. C'est le parrain parce qu'il va mettre la paix entre l'Espagne et le Portugal qui risque de se déchirer. Et l'autorité. Et avec le traité de Tordesillas en 1494, après, voilà. Et il met la paix. Alors, comment ça se passe? Alors, le rapt, il dit que c'est quelque chose qui est hérité du Moyen-Âge et que c'est l'attaque par surprise d'un campement. Alors, ce qu'il faut savoir,
c'est que, mais les Portugais ont l'habitude d'aller capturer des phoques et pour fondre la graisse des phoques. C'est ça. Et donc, il a déjà modifié, il commence à modifier ses bateaux, les caravelles, et il va confier à Antão Gonçalves donc d'aller capturer du truc. Ce petit gars-là, c'est une de ses pages. Donc, en fait, ils arrivent au Sahara espagnol. Et il décide, que pour faire plaisir à l'enfant, donc il va observer un petit peu ce qui se passe. Et comme ils savent qu'il y a des passages, parce que les Arabes, ils savent un certain nombre de choses. Donc ils vont se mettre en embuscade et ils vont voir qu'il y a des passages de personnes. Ils vont supposer qu'il y a des passages de personnes parce qu'il y a des endroits, il y a des zones, des espèces de hubs organisés par les... Mais ils n'ont pas encore dépassé le cap Borrado. Donc, ils se mettent là et finalement, ils voient qu'il y a un campement qui s'organise, etc. Ils vont attaquer de nuit et ils vont attraper des gens. Oui, ils prélèvent des spécimens. Oui, ils prennent les gens et il y a un qui peut... Et ils comprennent, ils se parlent. Soi-disant, comment tu peux comment ils peuvent traiter et comprendre que le gars leur dit mais attendez-nous, pendant quelques jours, je vais vous chercher, il faut me libérer, je suis un personnage très important, il faut me libérer. Et quand ces gens, donc ils attendent, et finalement il y a un messager qui vient qui dit oui, on va vous emmener des gens, et on leur donne 10 personnes. Et c'est là qu'il précise qu'on lui a donné des morts noirs. C'est ça. Donc, ils sont pas loin de machin, ils sont pas loin alors, ils parlent de la rivière de l'or, le Rio de Oro, qui se trouve effectivement dans la Pantille, avant l'extrémité de l'Afrique, avant de tourner comme ça. Donc, ils ramènent ces gens-là. Donc, on va les vendre. En général, lui, Don Enrique, c'est ça qu'il va continuer à enrichir. Il a droit à 1/5 des prises. On va en envoyer au pape, on va en envoyer à monsieur l'abbé, etc. Et voilà ce qui se passe. C'est qu'on va dresser, on va les dresser, on va les christianiser, et on va les mettre comme domestiques. Alors, comme tout le monde est tellement content de voir ça, donc, ce qui va précipiter les choses, c'est qu'en 1482, Diego Cao passe l'embouchure du fleuve Congo. Et là, ils seront sur une autoroute. Entre-temps, la demande, c'est quoi? Alors, les rapts continuent, parce que, c'est bien d'avoir des gens qui sont... Alors, donc, par contre, les populations côtières se méfient et elles s'enfoncent à l'intérieur. Donc, ils ramènent les premiers captifs qui sont christianisés, qui parlent leur langue, et leur disent, si vous ramenez 4 captifs pour nous, on vous libère. Donc, ils vont chercher... C'est l'instrumentalisation des Africains. Exactement. C'est à ce moment-là qu'on est dans quelque chose d'un peu paradoxal, puisqu'ils ont compris, comme ça se fait chez nous, en Martinique, en utilisant des nègres qu'ils ont assimilés, puisque c'est ça, remplir leur tête de préceptes qui ne sont pas de leur civilisation, ils vont pouvoir les utiliser. Dani, la lumière a déjà clignoté, il nous faut arrêter. Je vois que Dani... Non, je vais juste vous donner le dernier truc. Alors, au fur et à mesure, ils placent des forts, et finalement, c'est à ce moment-là que les lanzados arrivent. C'est ça. Alors, ce sont des repris de justice. Ce qu'ils appellent des métis de portugais. Non, ce sont des Portugais qui sont des repris de justice. C'est la ligne. Oui, c'est métis. Mais il y a aussi les métis de Sao Tomé. Non, ils sont. Ce sont des métis qu'on a dressés contre les Noirs. Oui. Voilà. Oui, il y a ça, mais avant. Avec les métis de Sao Tomé, ce sont eux qui vont être les pires chasseurs de nègres. Alors, les métis de Sao Tomé, mais seront vraiment combattus par les Africains. Oui. Et ce sont des enfants de juifs. Ce sont les juifs avec juifs, des femmes noires. Comme les juifs sont poussés hors d'Espagne et du Portugal, donc ils vont se réfugier en Hollande.
Et Une on va partie les en forcer à faire des enfants avec les femmes noires. Absolument. Et ceux-là, on va les prendre, on va les enlever à leur main, on va les leur laver la utiliser, tête. absolument. Et c'est eux qui seront de redoutables Et qui vont rabatteurs mener les Exactement. campagnes de recrutement. Alors, chers amis, c'est dommage. Vous voyez, il y a énormément de choses à dire, mais nous allons devoir vous laisser en espérant que vous aurez envie de lire cet ouvrage. Voyez, il est très très riche. Prenez donc le temps, si vous n'avez pas d'impératif, prenez le temps de le lire, mais en gardant présent à l'esprit que c'est pas nègre qui vend nègre. Et si cette on va dire absurdité est encore répétée parmi nous, et il y a une raison, parce qu'il s'agirait pour la France de se dédouaner de manière un peu facile. Parce que malgré le fait qu'elle a reconnu que l'esclavage était un crime contre l'humanité, elle refuse d'aller au bout de cette reconnaissance qui est donc le paiement de réparation aux victimes de ce système criminel. Donc vous avez vu, on n'a pas pu vous dire tous les mécanismes qui ont été mis en place pour forcer les Noirs à participer à la traite. Mais vous aurez compris en le lisant, je vous ai dit que le livre se trouve à la librairie aussi Sankofa à Saint-Joseph, mais n'hésitez pas à lire Henri le Navigateur, parce que ce sont les Portugais qui vont initier ce système criminel d'enrichissement et de razzia et de déportation des Africains vers le Portugal et puis après vers le Brésil, vers les colonies qu'ils auront aussi même en Afrique, en Angola, etc. N'oubliez pas de lire l'histoire de façon plus large pour comprendre qu'il nous faudra nous débarrasser de cette idée que ce sont les Africains qui nous ont fait du tort et que ceux qui sont nos bourreaux passent vraiment par les mailles du filet en se dédouanant premièrement et en refusant de payer leur dette, celle des réparations. Voilà, Dany, je ne sais pas si tu veux dire deux mots aux téléspectateurs. Oui, alors, moi ce que je retiens, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de la déstructuration des sociétés, comment oui. Si vous n'obéissez pas, vous êtes mort. Quelle que soit la solution, vous êtes mort. Et on arrive à une situation où il y a une telle déstructuration du système africain qu'il y a une restructuration basée sur la production d'hommes et de femmes à peau noire. C'est la seule marchandise qui intéressait l'Europe entre le 15e et le 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va chercher des spéculations brutes en Amérique, on prend et on en ramène en Europe, et c'est ça qui va permettre de faire tourner les manufactures. Alors, oui, c'est le bois des mers. Alors, ils vont trouver... Oui, voilà. C'est ça. Ce n'est que ça que les gens connaissent. Donc, c'est comme ça que la société sera structurée. Et ils vont faire supprimer toutes les institutions et ils vont mettre en place des rois de pacotille. Il y a même des Blancs qui vont prendre des Noirs africains. Absolument. Pour se déposer roi. Oui. Donc, il y a une insécurité permanente. Regardez l'insécurité concrète. Quand il y a une insécurité permanente comme ça, on crée des guerres, vous n'avez pas le temps de cultiver, de faire quoi que ce soit. Il y a l'utilisation des ethnies les unes contre les autres. Voilà, exactement. Pour faire des prisonniers de guerre. Alors, ce qui se met en place, c'est ta conclusion, Dany. Oui, c'est une nouvelle société produisant et reproduisant des générations d'Africains nés dans l'économie de l'esclavage et ne vivant que par elle, donc ne connaissant aucun autre modèle de société que celle dans laquelle ils évoluaient. Une société qui perpétuera le brigandage, la dictature, l'iniquité, la profonde déshumanisation de l'homme noir par l'Europe. Et les dictateurs, l'émergence des dictateurs. Oui, c'est eux qui fabriquent les dictateurs. Ce sont eux qui les fabriquent. Exactement. Parce que la corruption est l'âme vraiment décisive. Oui, absolument. Exactement, voilà. Comme par la terreur. Comme ils ont fait des simulacres de cérémonie pour dire c'est ça votre roi, alors ils ont tué le vrai roi, etc. Donc, ils ont tout déstructuré. Il faut qu'on s'intéresse à cela pour qu'on puisse, à cette histoire. Il faut qu'on s'intéresse à notre histoire. Prenez le livre. C'est important parce que nous avons de grandes choses à faire
Et à connaître d'abord. à connaître, parce qu'il est nécessaire, si nous voulons sortir de notre situation, de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec nos frères. Absolument. Qui sont sur le continent. Sur le continent. Voilà, chers amis, c'était passionnant. Enfin, on est passionnés. Il y a énormément d'éléments. On ne vous dira pas, parce que le livre est vraiment très, très volumineux. On vous dira simplement plutôt, on vous conseillera de le lire, mais de prendre votre temps pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et c'est le mérite de cet ouvrage qui compile beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et en même temps, vous comprenez beaucoup mieux comment nous sommes devenus les populations que nous sommes aujourd'hui, qui continuent à être décervelées parce que tout le système est resté entre les mains des Français en ce qui nous concerne. Je vous souhaite de tirer profit de cet ouvrage. Je vous en présenterai un autre prochainement qui vous montrera justement, concernant l'Égypte antique, comment la puissance qui était celle des Noirs de l'Égypte antique. Et puis, on aura l'occasion de continuer à discuter aussi, si vous avez des demandes, de vous donner matière à réflexion. Je vous souhaite de passer de bons moments, surtout pour cette rentrée, et puis d'être à l'écoute, y compris de nous-mêmes, pour que, comme le dit Dany, que nous allions vers une réconciliation franche entre nous et les personnes de nos origines, celles à qui nous devons d'être en vie notamment. À bientôt.